Bonjour. La présente vidéo porte sur l'augmentation du capital par apport nouveau. Plus précisément, l'augmentation du capital par l'émission des titres nouveaux. Je vous rappelle que nous avons abordé dans une vidéo précédente l'augmentation de capital par majoration de la valeur nominale. Alors, en guise d'introduction, je rappelle le principe de cette opération. La société reçoit les apports en numéraire et ou en nature des souscripteurs et leur donne les titres. Bon, il est question pour nous de déterminer le montant des apports et le nombre des titres, le prix d'émission, la répartition des titres, l'enregistrement comptable d'augmentation capitale et enfin la comptabilisation des frais d'augmentation du capital. Alors, pour le premier point, montant des apports et nombre des titres à émettre. Il faut distinguer entre le montant de l'augmentation du capital, c'est-à-dire le montant qui s'ajoute au capital ancien, et le montant d'apport qui comprend le montant de l'augmentation de capital plus un droit d'entrée appelé prime d'émission ou prime d'apport. Sur la base de ces deux éléments, on peut calculer le nombre de titres à émettre. Deux méthodes pour cela. La première, N égale le montant de l'augmentation de capital divisé par la valeur nominale. La deuxième, le montant de l'apport divisé par le prix d'émission. Le prix d'émission qu'il faut maintenant déterminer. Alors, comment se détermine le prix d'émission? C'est une question pas facile. Pourquoi? Parce qu'il faut ou il s'agit de concilier entre deux stratégies qui peuvent s'opposer. La première est celle des vendeurs, la société qui aspire vendre le titre à un prix maximum. Et le maximum est constitué par la valeur actuelle de l'action. L'autre option cherche l'acheteur qui cherche à payer un prix minimum. Et le minimum est constitué par la valeur nominale. Alors, voyons les inconvénients et les avantages de ces deux options. La première, commençons par la première, le prix est égal à la valeur actuelle de l'action. Cette option favorise la société, mais le prix n'est pas attractif. Pourquoi? Parce qu'il est élevé et le souscripteur cherche toujours à payer un prix inférieur pour pouvoir faire un gain. Donc, cette option est à écarter parce qu'il comporte le risque de ne pas avoir lieu. Deuxième option, le prix d'émission est fixé à la valeur nominale. C'est une émission au pair. Cette option est attractive parce que le titre est bon marché, mais il comporte le risque de léser les anciens associés. Alors, pour mettre en évidence en quoi les anciens associés peuvent être lésés, nous partirons d'un exemple. L'actif net de la société anonyme Zalar au capital de 1 million de dirhams, 10 000 actions de 100 dirhams se présente ainsi au 1,7N. Alors, capital 1 million de dirhams, les réserves 1 320 000, le total 2 320 000, et donc la valeur de l'action au moment de l'augmentation du capital est, comme vous le voyez, l'actif net divisé par le nombre de titres égale 232. Supposons maintenant que la société a émis 6 000 actions au prix d'émission de 100 dirhams. 100 dirhams, c'est la valeur nominale. Totalement libéré, alors ça signifie que l'apport en numéraire peut être, comme à la Constitution, peut être totalement ou partiellement libéré. Ici, on nous dit que la valeur nominale est totalement libérée. La question qui se pose, que devient la valeur de l'action après augmentation du capital? Alors, le capital devient 1 600 000, 16 000 actions fois 100, les réserves inchangées et la valeur mathématique de l'action est devenue donc de 2 320 000 plus l'apport divisé par 16 000 égale 182,5 dirhams alors qu'elle était de 232, une baisse de 49,5. Voilà l'impact négatif de cette approche. La valeur de l'action a chuté. Et voilà en quoi les anciens associés sont lésés. Et de ce fait, ils peuvent ne pas accepter, ne pas approuver l'augmentation du capital sur la base de ce prix.
et cette option est également à écarter comme la première. Maintenant, quelle est la solution? Comment trouver un prix qui soit incitateur pour le souscripteur sans léser les anciens associés? Alors, la solution consiste en deux éléments, deux remèdes. Le nouveau souscripteur doit payer la valeur nominale et une prime d'émission, de telle sorte que le prix d'émission soit compris entre la valeur nominale et la valeur actuelle de l'action. Deuxième solution proposée, c'est l'ancien associé doit avoir un droit de souscription pour compenser la perte de valeur des titres. C'est un droit de souscription, un DS et pas un DPS. Pour le moment, c'est un droit de souscription pour compenser la perte de valeur des titres. Alors, voyons chacune de ces deux solutions. L'émission des titres a une prime d'émission, c'est-à-dire que le titre doit être émis avec une prime d'émission, c'est-à-dire un droit d'entrée versé par le nouveau souscripteur en plus de la valeur nominale C, pour avoir un droit sur les réserves. Voilà la prime d'émission. Voilà l'émission avec une prime d'émission. Le titre est émis à une valeur qui est égale à la valeur nominale plus la prime d'émission. Et donc la prime d'émission est égale au prix d'émission moins la valeur nominale. Je vous rappelle que la prime d'émission pour l'obligation se calcule d'une manière inverse. C'est la valeur nominale moins le prix d'émission. Le prix d'émission est inférieur à la valeur nominale pour inciter les acheteurs des obligations. Bien, ça c'est la prime d'émission, donc la prime d'émission d'une action, d'un titre. Et la prime d'émission totale est égale à la prime d'émission unitaire multipliée par le nombre de titres. Et elle est versée en totalité à l'associé à la société à la date de l'augmentation du capital, alors que la valeur nominale peut être libérée par partie comme nous venons de le préciser. Cela signifie que la prime d'émission doit être intégralement libérée et versée à la société à la date de l'augmentation du capital, même si la valeur nominale est libérée par partie. Voyons maintenant deuxième solution, d'émission avec droit de souscription. Droit de souscription. Alors le droit de souscription, rappelons-le, vise à compenser la perte de valeur par titre qui est due à l'augmentation du capital. Alors, le souscripteur, l'ancien associé a deux choix avec ce droit de souscription. Il peut souscrire au nouveau titre, c'est-à-dire utiliser et user de son droit de souscription pour souscrire à de nouveaux titres, avec bien sûr paiement des prix d'émission, ou bien monnayer, transformer en monnaie ou tout simplement vendre son droit pour attraper la perte de valeur par titre. Bien, la valeur théorique du droit de souscription est égale à la différence entre valeur du titre avant et sa valeur après augmentation du capital, tout comme la valeur théorique du droit d'attribution. Bon, donc la formule droit de souscription égale V moins V prime, c'est-à-dire valeur avant moins valeur après, ce qui donne la formule définitive en rouge. Droit de souscription égale N prime, et N prime c'est le nombre des titres nouveaux multiplié par V, valeur avant, moins E. E c'est le prix d'émission, et divisé par le total des titres, N plus N prime. Ça c'est la valeur théorique. Mais le droit de souscription peut être vendu à un prix négocié qui est souvent différent de la valeur théorique. Notez aussi qu'à chaque titre ancien est associé un droit de souscription. Il y a autant de droits de souscription que de titres anciens, tout comme les droits d'attribution. Et pour notre société Zalard, il a 10 000 actions, donc il y a 10 000 droits de souscription. Maintenant, voyons
À quel niveau peut-on fixer le droit de souscription et la prime d'émission, autrement dit le rapport entre les deux? Il s'agit pour nous de mettre en équation le rapport entre le droit de souscription et la prime d'émission. Soit X, la prime d'émission, et Y, le droit de souscription. La formule pour le calcul du droit de souscription d'après les données de la société Zalaar avec prix d'émission égale 100 plus X. X, c'est la prime d'émission, comme nous l'avons supposé, et 100, c'est la valeur nominale. Donc, V', la valeur après, égale 232 multiplié par 10 000, plus l'apport 6 000 multiplié par 100, plus X divisé par le nombre total des titres. V' égale 182,5 plus 3/8 de X, 3/8 de la prime d'émission. Voilà la valeur de l'action après augmentation du capital dans la société Zalaar. Le développement de cette égalité, de ce système, nous donne la formule en rouge, Y égale 49,5 moins 3/8 de X. On peut obtenir la même formule en comparant ce que donne le souscripteur et ce qu'il reçoit. Alors, selon le rapport de souscription, le rapport de souscription s'obtient en divisant le nombre de titres nouveaux par le nombre de titres anciens, ce qui donne 6 000 sur 10 000 ou bien 3 sur 5. 3 sur 5. Ça veut dire quoi? 5 actions anciennes, pardon, donc 5 droits de souscription donnent droit à 3 actions nouvelles. Le souscripteur, pour ce cas-là, le souscripteur doit payer 3 fois le prix d'émission, parce qu'il y a 3 actions, et avoir 5 droits de souscription pour souscrire à 3 nouvelles actions, de combien? De 182,5 plus 3 sur 8x chacune. D'où l'égalité 3 fois 100 plus x, c'est le prix d'émission parce qu'il y a 3 actions, plus 5 droits de souscription, puisqu'on nous dit 5 droits de souscription vous permettent de souscrire à 3 actions nouvelles, et en payant le prix d'émission, bien sûr, égal à 3 fois à 3 actions de valeur 182,5 plus 3/8 de x. On divise par 3, ça donne l'égalité, et puis enfin, nous retrouvons la formule y égale 49,5 moins 3/8 de x. Vérification. Si x égale à 0. Si x égale à 0, ça veut dire la prime d'émission égale à 0, ce qui veut dire implicitement le prix d'émission égale la valeur nominale. Donc, le droit de souscription est à son maximum, 49,5. Si la prime d'émission est égale à 132, ce qui signifie implicitement le prix d'émission égale 232. 100 plus 132. Et donc, à ce moment-là, le droit de souscription est nul. Une valeur intermédiaire entre le minimum et le maximum, si la prime d'émission est de 40, Y égale à 34,5. La valeur du droit de souscription varie dans un sens inverse de celle de la prime d'émission et partant du prix d'émission, parce que le prix d'émission comporte la valeur nominale qui est constante et la prime d'émission. Bon, pour mettre en évidence cette relation, nous procédons à l'illustration graphique suivante. Vous avez l'axe des Y, des ordonnées. Y, c'est les droits de souscription. Et l'axe des X, c'est la prime d'émission. Lorsque la prime d'émission est nulle, ça veut dire prix d'émission égale valeur nominale, le droit de souscription est de 49,5. Lorsque la prime d'émission devient 40, implicitement le prix d'émission 140, là, le droit de souscription diminue à 34,5. Et lorsqu'il atteint 132, c'est-à-dire le maximum, le prix d'émission égale 232,
alors le droit de souscription est nul. Ce qu'on peut tirer de cela, c'est l'idée suivante. Comme la prime d'émission profite à la société et le droit de souscription revient à l'associé, donc le prix d'émission peut avantager soit la société, soit les associés. Et c'est à l'Assemblée générale extraordinaire de trouver un compromis acceptable, c'est-à-dire qui arrange tout le monde. Voyons maintenant troisième point, la répartition des nouveaux titres. Répartition sur la base d'une souscription à titre irréductible et souscription à titre réductible. Il y a deux modalités. Voyons la première, souscription à titre irréductible. L'associé ancien dispose d'un droit préférentiel de souscription. Un droit préférentiel de souscription lui permettant de souscrire de manière prioritaire et incontestable un nombre de titres nouveaux déterminé par. Vous avez le rapport de souscription. Titre nouveau sur titre ancien multiplié par le nombre de titres détenus. En termes simples, la souscription à titre irréductible signifie que l'associé ancien peut souscrire à un nombre de titres nouveaux proportionnellement à sa part dans le capital. Proportionnellement à sa part dans le capital. S'il a 5% du capital, il peut souscrire à 5% des titres nouveaux. S'il a 30, il peut souscrire à 30. Mais attention, d'une manière irréductible. Personne ne peut lui réduire ce droit. Il peut le faire de manière prioritaire et incontestable. Il a la préférence, droit préférentiel de souscription. Ainsi, vous voyez donc que si tous les associés exercent pleinement leur droit préférentiel de souscription, alors tous les titres seraient souscrits. Tous les titres seraient souscrits. L'opération est donc close et pas de souscription à titre réductible, parce qu'il n'y a plus rien à souscrire. Mais si un associé n'use pas de son droit préférentiel de souscription, il a la possibilité de ne pas, si vous voulez, de ne pas utiliser ses droits préférentiels de souscription pour souscrire à des titres nouveaux. S'il n'y voit pas l'intérêt, il peut ne pas le faire. Et donc, voilà la deuxième, si vous voulez, idée. Si un associé n'use pas de son droit préférentiel de souscription, les titres non souscrits doivent l'être dans le cadre de la souscription à titre réductible. Autrement dit, la souscription à titre réductible ne peut avoir lieu que si la souscription à titre irréductible est imparfaite. Alors, voyons maintenant la souscription à titre réductible. Elle est effectuée par les associés anciens pour les titres qui restent, si certains n'exercent pas leurs droits. C'est ce que nous venons d'expliquer. Les titres en question, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas souscrits au niveau de la souscription à titre irréductible, seront répartis proportionnellement à la part du demandeur dans le capital. Alors, il faut bien préciser le droit préférentiel de souscription par rapport au droit de souscription. Le droit préférentiel de souscription est un droit de souscription qui permet à son propriétaire original, c'est-à-dire celui qui le détient pour la première fois, avant de le vendre, si jamais il le vend. Donc, je répète, le droit préférentiel de souscription est un droit de souscription qui permet à son propriétaire original de souscrire des titres nouveaux à concurrence de sa part dans le capital de manière prioritaire et préférentielle. J'ai dit propriétaire original. Si il vend ses droits, alors ils ne sont pas des droits préférentiels de souscription. Nous allons expliquer ça tout de suite à l'aide d'un exemple. Reprenons l'exemple de la société Zalar et supposons que les 10 000 actions se répartissent entre les associés R, B, M, D et E, qui détiennent respectivement 45
10% pour R, soit 4500, 20% pour B, soit 2000, 15% pour M, soit 1500, et 10% pour D et 10% pour E. Ça fait total 10 000. Les 6000 actions sont émises au prix d'émission de 140. Nous avons supposé que le prix d'émission est égal à 140 et souscrites à titre irréductible. Le prix de vente du droit de souscription est de 45 dirhams et pour la souscription, on suppose deux situations, deux cas. Le premier cas, tous les actionnaires ont usé pleinement de leur droit préférentiel de souscription. Deuxième cas, R souscrit 2100, B 1600, M 1200, D 600 et E 600. Travail à faire, calculer le rapport de souscription, le droit préférentiel de souscription et la prime d'émission. Établir la répartition des actions nouvelles, premier cas, et établir la répartition des actions, deuxième cas. Donc, le rapport de souscription, nous l'avons expliqué, c'est 6 000 sur 10 000 égale 3 sur 5, c'est-à-dire il faut avoir 5 droits de souscription pour souscrire à 3 actions nouvelles. Le droit préférentiel de souscription égale 232 moins, c'est-à-dire la valeur avant moins la valeur après, égale à 34,5. Le prix d'émission est de 40. Alors, voyez un peu, on est presque dans l'équilibre, puisque ce qu'a perdu l'action ancienne est en quelque sorte apporté par le souscripteur. 35-40. C'est pas l'égalité, mais on est quasiment dans l'équilibre. Bien. Voyons maintenant le deuxième petit 2, le cas où les associés ont exercé les droits de souscription. Alors, R a souscrit 4500, le titre qu'il possédait, multiplié par le rapport de souscription, ça donne 2700. Idem pour B. 2000 fois 6000 sur 10 000, soit égale 1200. Il a souscrit 1200. Aussi, le C a souscrit, le calcul est le même, 900. Et D et E, 600 chacun, soit un total de 6000 actions. Les 5 actionnaires ont souscrit, ont exercé leur droit préférentiel de souscription et ils ont souscrit toutes les actions émises, à savoir 6000. C'est une souscription donc à titre irréductible et chaque actionnaire garde sa part dans le capital. Et on n'a pas besoin de la souscription à titre réductible. Voilà ce que nous avons dit tout à l'heure. Si la souscription à titre réductible est parfaite, la souscription à titre irréductible n'a pas de raison d'être. Et la souscription à titre irréductible, l'enjeu de cette répartition est de permettre à chaque actionnaire de garder sa part dans le capital. Et au-delà de la part dans le capital, il y a le pouvoir, il y a la place dans la société. Voyons maintenant le deuxième cas, la souscription à titre réductible. R a souscrit 2100 au lieu de 2700. Donc, il n'a pas utilisé pleinement son droit. B, donc 2700, donc 600 actions seront encore à souscrire. Et R a utilisé 2100 fois 5 sur 3, il a utilisé 3500 droits de préférentiel de souscription. Pour souscrire les 2700, il a utilisé 3500 droits préférentiels de souscription. Pourquoi 2100 fois 5 sur 3? C'est la règle de 3. 5 correspond à 3. X correspond à 2100. Et vous avez X égale 2100 multiplié par 5 sur 3, ça donne 3500 droits de souscription. Il lui reste donc 4500. Il a 4500 droits de souscription puisqu'il a 4500 actions. Moins de 3500, il lui reste 1000 droits préférentiels de souscription.
Bien. B souscrit 1600 au lieu de 1200, soit 400 de plus. Alors, il a souscrit 1200 à titre irréductible et 400 à titre réductible. C'est-à-dire, il a souscrit plus que le nombre auquel il a droit suivant le pourcentage qui lui revient dans le capital. M, il a souscrit 1200 au lieu de 1500 multiplié par 3, 900. Donc, 300 de plus. Il a souscrit 900 à titre irréductible, 300 à titre réductible. Bien, D et E ont usé de leur droit préférentiel de souscription, ni plus ni moins. C'est-à-dire 1000 fois 3 sur 5 égale 600 actions chacun. Au total, nous avons 6100 actions inscrites, dont 5400 à titre irréductible et 700, les 700 souscrites par B et M, 300 et 400, à titre réductible. Mais alors, pourquoi la société a émis 6000 actions et les associés, les actionnaires ont souscrit 6100? Bien, l'explication de ce phénomène est la suivante. Première raison, c'est que la souscription se fait à la banque. Deux, la souscription se fait dans l'anonymat. Personne ne sait ce qu'a fait l'autre. Dans une société anonyme, le nombre d'actionnaires est très important. Ils ne se connaissent même pas entre eux. Et puis, troisième élément, celui qui souscrit des titres des actions à titre réductible, il estime ou il aspire pouvoir souscrire les titres qui ne seraient pas souscrits à titre irréductible. Donc, ce qui nous donne un nombre total d'actions souscrites plus supérieur au nombre de titres émis par la société. Et la régulation, si vous voulez, la réalisation et la validation de cette opération se fait au niveau de la souscription à titre réductible. Bien. Il reste donc une offre de 600 actions à répartir entre B et M. 300, 400 plus 300, c'est la demande. Donc, les 600 vont être répartis entre les deux actionnaires proportionnellement, Alors, part dans le capital. Donc, B aura 600 fois 2000. 2000 divisé par 2000 plus 1500. Ça donne, ça donne 343. 343. M aura 600 multiplié par 1500 divisé par 3500, la somme des deux, égale 257. 257 et 343, ça donne bien 600 actions qui n'ont pas été souscrites par R. Maintenant, les droits de souscription de R, parce qu'il a utilisé 3500, il lui reste 1000. Il faut qu'il les vende à B et M pour pouvoir souscrire aux actions demandées à titre réductible. B et M doivent acheter à R les 1000 droits de souscription. B doit acheter à R 343 multiplié par 5 sur 3. C'est la règle de 3 dont j'ai parlé tout à l'heure. Égale 572 droits de souscription. Alors pourquoi 5 sur 3 et pas 3 sur 5? C'est la règle de 3. 3 actions correspondent à 5 droits de souscription. 343 correspond à Z, ce qui fait que Z égale 572. Idem pour M.
Alors, 572 et 428, ça fait bien 1000 droits de souscription. Donc, M, B et M doivent être remboursés des 100 actions souscrites mais non attribuées. Voilà le sens de souscription à titre réductible. B a souscrit, rappelez-vous, 1600, dont 1200 à titre irréductible. Personne ne peut lui dire non. On ne peut pas lui réduire ce droit. Mais les 400 à titre réductible, ça dépend de l'offre et de la demande. Et voilà, il a souscrit 400, mais on lui a donné juste 343 et les 57 doivent être remboursés à B et 43 pour M. Je reviens encore à l'idée de la comparaison entre droit préférentiel de souscription et droit de souscription que j'ai amorcé tout à l'heure. Maintenant, je le reprends, mais sur la base de chiffres. Remarquez que les droits préférentiels de souscription sont, j'ai dit tout à l'heure, ils permettent au propriétaire original de souscrire à titre irréductible. Ici, les 1000 droits de souscription appartiennent à R. C'est R ou bien REDA, c'est la même chose. Pour REDA, ce sont des droits préférentiels de souscription, le propriétaire original. Mais lorsqu'il les vend, il les vend comme simple droit de souscription. Comme simple droit de souscription, pas comme droit préférentiel de souscription. Les droits achetés ne donnent aucune préférence. Les droits vendus par R ici ne donnent aucune préférence à B ou à M. Donc, même si B achète les 1000 droits de souscription, il ne peut pas les utiliser comme droit préférentiel, mais comme simple droit. Et souscrire 600. Il ne peut pas les utiliser comme droit préférentiel de souscription et souscrire 600 actions, mais comme simple droit de souscription pour partager avec M. Voilà la différence entre les droits préférentiels de souscription et droits de souscription. Voyons maintenant l'enregistrement comptable. Alors, reprenons l'application précédente. La société Zalar est passée l'écriture comptable chez Zalar, chez R et chez B. Pour la société Zalar, l'écriture a passé l'écriture de l'augmentation de capital. Il y a 2 étapes de l'enregistrement et 2 étapes et l'enregistrement du remboursement. Première étape, la constatation de la souscription à titre irréductible et réductible de 1100 actions parce que la banque a envoyé le bulletin de souscription à la société faisant état de la souscription de 6100. Et la banque enregistre, et la société enregistre cette opération dans la banque débitée du montant de 854 000 et le crédit de compte 4462 associé versement reçu sur augmentation du capital, le même montant. Mais remarquez que nous avons enregistré les versements perçus avant l'enregistrement de l'augmentation du capital proprement dite, car on n'est pas immédiatement certain du nombre de souscriptions, tant que l'on n'a pas procédé à la souscription à titre réductible, c'est-à-dire l'attribution définitive. Rappelez-vous, la Constitution, on commence par créditer le capital. Mais dans l'augmentation de capital, l'augmentation de capital par rapport au nouveau, le capital est crédité à la fin. Lorsqu'on est sûr, on connaît le nombre de titres souscrits. Donc, attribution définitive des actions et réalisation de l'augmentation du capital, là, on solde le compte 4462, on crédite le capital et la prime d'émission. Troisième étape, c'est le remboursement des titres versés en plus, souscrits à titre réductible et non attribués, c'est-à-dire les 100 actions. Donc, le capital est débité et le compte 4462 est débité et la banque est créditée.
Maintenant, l'écriture chez R, c'est un actionnaire que j'ai appelé Reda, détient 4500 actions, donc 4500 droits de souscription, puis il a souscrit 2100 contre 3500 droits de souscription, et il lui reste 1000 droits préférentiels de souscription. Vendu à B et à M un prix négocié de 45 dirhams. L'écriture comptable doit donc constater la souscription de 2100 actions au prix unitaire de 140 et la vente des droits de souscription au prix unitaire de 45. Alors, la souscription de 2100 actions, on débite le titre de participation et on crédite le capital. Pardon, la banque. Pardon. La cession des droits de souscription, la banque est débitée la banque de Reda est débitée de 1000 et le prix d'émission est crédité. La banque est débitée de 1000 fois 45, ça fait 45 000 et le prix d'émission est crédité de le prêt de cession des immobilisations est crédité du même montant. La valeur comptable des droits de souscription, puisque maintenant on doit parce que c'est de l'immobilisation qui sort, on doit calculer sa valeur comptable ou sa valeur d'acquisition. Donc, on part de la règle de 3 comme nous avons fait pour les droits d'attribution. Hein? Alors, 100 correspond à 197,5, c'est-à-dire la valeur après augmentation du capital, plus 45, le prix de vente des droits de souscription. X, la valeur comptable des droits, correspond à 45. La méthode que nous adoptons ici est légèrement différente de la méthode que nous avons adoptée lors des calculs de valeur comptable des droits d'attribution. Et nous avons fait correspondre le prix d'acquisition des titres à la valeur avant augmentation du capital. Ici, non. Nous avons fait correspondre cette valeur à la valeur de l'action après augmentation du capital plus le prix de cession des droits de souscription. La différence vient du fait que dans le premier cas que nous avons vu précédemment, le prix de vente du droit d'attribution et sa valeur théorique étaient le même, étaient égaux. Ici, non, le prix négocié différent de la valeur théorique du droit de souscription. Voilà d'où vient la différence. Donc, l'enregistrement comptable d'opération, la valeur comptable, c'est 1000 droits de souscription multiplié droits de souscription multiplié par 18,55, ça donne 18 550 et les titres de participation crédités de 18 550. Donc, Reda détient 6600 actions au coût unitaire il avait 4500 acquisitions, il a souscrit 2100 à 140 et il a vendu les droits de souscription, donc sortis, ce qui donne un coût unitaire de 110. B a souscrit 16 000 au prix de 140. Il a acheté 572 droits de souscription à 45 et s'est fait rembourser de 57 actions, 57 fois 140. Donc, la souscription, il a souscrit 1600 fois 140, ça donne 224 000 et la banque est créditée du même montant. L'acquisition des droits, c'est les titres de participation débités du montant 572 multiplié par 45 égale 25 740 et la banque est créditée du même montant. Pour la récupération de la valeur des 57 titres, la banque est débitée et les titres de participation est crédité de 7 980. L'écriture chez M est identique à celle de B. Pour les deux autres, on constate l'acquisition des titres. L'écriture est très simple. Voyons maintenant l'enregistrement des frais d'augmentation du capital.
les frais d'augmentation du capital peuvent être enregistrés soit en charge, soit en immobilisation, soit en diminution de la prime d'émission. Alors, supposons que la société Zalar a payé 12 000 dirhams de frais au titre de l'augmentation du capital. Passez les écritures comptables nécessaires. Alors, au moment de l'engagement des charges, lorsque ces frais ont été payés, on débite le compte charge et on crédite la banque. À la fin de l'exercice, la société peut les garder en charge, donc il ne fait rien, ou bien les activer, ou bien activer les frais pour les amortir sur 5 ans. Activer, ça veut dire les mettre en actif immobilisé en non-valeur. Alors, dans ce cas-là, il faut transférer les charges qui se trouvent dans les CPC vers le compte de classe 2, frais d'augmentation du capital, et doter l'amortissement de ces frais, parce qu'ils sont amortissables, 12 000 divisé par 5, ça fait 2400. Et au bilan, faites bien attention, au bilan de la société Zalar, nous aurons frais d'augmentation de capital, l'actif 12 000, et prime d'émission de 140 000, c'est-à-dire 6 000 fois 40 au passif. La déduction fiscale sera donc étalée sur 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce qu'il y a l'amortissement. Mais, il y a un petit problème. C'est que la société n'a pas retranché l'actif fictif. Les frais d'augmentation de capital, c'est un actif fictif. De l'actif net. Lors de calcul de la valeur de l'action après augmentation du capital, on devrait retrancher les frais d'augmentation de capital de l'actif net. Mais pourquoi on ne le fait pas? Généralement parce que ces frais ne sont pas toujours connus au moment où on fait ce calcul. Dans ce cas-là, si on avait tenu des comptes des frais d'augmentation du capital, si on l'avait déduit, on les avait retranchés de l'actif net, la valeur après augmentation serait V', 316 moins 12 000, moins les frais, l'actif fictif, divisé par 16 000, égale 196,75. Au lieu, ça c'est la valeur après, au lieu de 197,5. Donc le droit de souscription aurait été de 232 moins 196,75 égale 35,52 au lieu de 34,5. Et la prime d'émission aurait été de, d'après la formule que nous avons dégagée tout à l'heure, 35,25 égale 49,5 moins 3 huitièmes de x. 3 huitièmes de x, ce qui donne x égale à 38. Et la prime d'émission totale serait de 38 fois 6 000 égale 228 000. Si on avait, si vous voulez, calculer les frais, si on avait tenu compte des frais d'augmentation de capital, la prime d'émission serait de 228 000. Donc, on aura au bilan immobilisation non-valeur 12 000, mais prime d'émission 228 000 au passif. Alors que si on active maintenant, si on active dans le cas de la société les Zalar, on aura immobilisation en non-valeur 12 000, prime d'émission 240 000. Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière pour corriger la prime d'émission. Donc, ici, l'activation de frais d'augmentation de capital n'est pas possible. Or, il faut imputer les frais d'augmentation du capital sur la prime d'émission au lieu de les activer. Parce que si on active les frais d'augmentation de capital, on aura un problème au niveau du bilan. Le prime d'émission serait de 240 000, alors que si on avait retranché les frais d'augmentation de capital de l'actif net, la prime d'émission ne serait que 228 000. Donc,
Donc, la méthode qu'on va adopter consiste à imputer, c'est une méthode préférentielle, sur la prime d'émission. Écriture, la prime d'émission est débitée de 12 000 et le transfert de charge. Pourquoi transfert de charge? Parce que les charges, les frais sont enregistrés comme charge. Et la prime d'émission totale devient donc 240 000 moins. Alors, elle était créditée de 240 000, débitée de 12 000, ça fait 228 000. Et la prime unitaire, eh bien, 228 000 divisé par 6 000 égale 38. Bien, mais remarquez que cette méthode, le fait de transférer les charges, de débiter la prime d'émission, les charges ne sont pas déduites fiscalement, puisqu'ils ne figurent pas en tant que charge. Et puis, ils ne sont pas, si vous voulez, activés et qui seraient récupérés par la technique de l'amortissement. Donc, pour pouvoir déduire les charges relatives aux frais d'augmentation du capital, alors, qu'est-ce qu'on fait? Les 12 000 sont déduits immédiatement des bénéfices imposables en extra-comptable. En extra-comptable. Hein? Donc, finalement, l'écriture a passé chez Zalard au titre des frais d'augmentation du capital et soit la constatation des charges, hein, soit l'imputation sur la prime d'émission. La constatation des charges, ça veut dire de ne rien faire, puisque les charges ont été comptabilisées. À la fin de l'exercice, on ne fait rien.